Bon, bonsoir à tout le monde. Je vais être très court, hein, mais juste vous présenter l'intervenant qu'on a le plaisir de recevoir ce soir, Damien Deville, qui nous vient de la Sarthe. Donc, il a quand même fait un petit trajet de voiture aujourd'hui pour venir ici. On lui a dit il va y avoir plein de monde, donc tu peux venir, ça va être sympa. Donc, j'espère que vous allez être sympa avec lui. Euh, il est géographe, Damien est géographe. Il est chercheur associé à l'université Paris-Sorbonne. Donc, vous allez voir une partie de ses travaux et de ses réflexions. Il va vous présenter ça dans un instant. Il est géographe de ce qu'on appelle la mouvance de la géographie culturelle. Et il a fait une partie de son apprentissage académique avec un professeur de géographie qui s'appelle Augustin Berck, qui a beaucoup travaillé sur la géographie culturelle, la science du milieu, la mésologie, et qui a beaucoup aussi travaillé sur le Japon, qui a beaucoup travaillé la question du paysage et des représentations au Japon. Damien, il a fait une thèse de géographie sur les jardins familiaux de la ville d'Alès. Peut-être qu'il vous en parlera. Il a aussi publié, alors vous avez vu un certain nombre de publications derrière. Je suis content qu'il soit là parce que vous avez devant vous un géographe qui a une culture académique, mais qui a aussi une fibre de faire comprendre la géographie avec des formes qui sont des formes originales, du récit, des très très beaux livres qui ne fait pas tout seul, mais avec des gens qui permettent de déplacer le regard sur ce qui nous entoure, sur la géographie. J'ai tendance à dire que ces travaux amènent à réfléchir les imaginaires, amènent à réfléchir des récits plus positifs, réenchanter un peu le monde dans lequel on vit. On en a bien besoin en ce moment. Et donc, en fait, ce que Damien va vous présenter, le titre de sa conférence, La Terre de Relations, et puis vous aviez sur le flyer faire de chaque lieu une terre de relations. Je pense que la question de la relation, elle est au cœur des réflexions et des travaux de Damien. Et ce qui est intéressant, initiative récente, et je finirai par ça, avec d'autres collègues, il a créé une web-série sur cette question de la relation. Donc Damien, c'est un militant de la relation, on peut le dire comme ça. Alors ça fait un peu, enfin, il faut un peu l'interpréter de différentes manières, mais c'est un vrai militant de la relation qui rend accessible et à la fois qui questionne pour moi les manières d'habiter le monde, les manières de faire monde entre les gens. Et moi, je suis ravi que tu sois là. Je suis ravi qu'on puisse t'accueillir ici et je te laisse la parole. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation généreuse. Merci beaucoup à l'Amicale pour son invitation. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu aussi un samedi soir, enfin un samedi en fin d'après-midi, c'est très chouette. Je suis d'autant plus heureux d'être là que l'Auvergne est une région que je fréquente pas mal sans bien la connaître. Et si je la fréquente pas mal, c'est parce qu'une partie de ma famille en est issue, puisque mes grands-pères étaient de la Haute-Loire avant de quitter les montagnes pour rejoindre les mines de charbon de Saint-Étienne. Et d'ailleurs, Deville est un nom stéphanois, est un nom qui vient du bassin houlier de la Loire. Et donc, à chaque fois que je viens en Auvergne, j'ai l'impression de renouer avec les fantômes qui composent ma propre existence. Donc, rien que pour ça, c'est une émotion particulière pour moi d'être avec vous ce soir. Et donc, merci pour ça. Et peut-être vous dire, effectivement, moi, j'appartiens à un courant qu'on appelle la géographie culturelle. C'est pas très connu, dit comme ça. Pourtant, beaucoup de géographes qui ont eu accès à une forme de postérité sont issus de la géographie culturelle. En disant ça, je pense à Élisée Reclus, par exemple. Je pense à Paul Vidal de la Blache. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était gamin, il y avait des cartes accrochées à l'école, on disait que c'était des cartes vidaliennes. Voilà, issues de Paul Vidal de la Blache, qui était un géographe culturel. Je pense aussi à, par exemple, Catherine Beaujeu-Garnier à sa manière, Augustin Berg, qui est toujours vivant. La géographie culturelle, elle cherche à expliquer les territoires comme toute géographie, mais elle a cette particularité de s'intéresser au territoire justement par les relations qu'on entretient les uns avec les autres, entre humains d'abord, et avec tout ce qui peuple notre territoire ensuite, le non-humain, le paysage, l'histoire d'un territoire, ses symboles, les manières de le projeter dans l'avenir, etc. Et vous dire, peut-être pour vous présenter un peu cette fresque de la géographie culturelle,
j'avais envie de vous proposer un truc un petit peu en 3 temps. D'abord, revenir un peu sur l'histoire des territoires et vous dire pourquoi il est important de penser la relation dans ces territoires. Ça, ce sera la première partie de la présentation. La seconde, se dire comment on peut penser la relation à travers un peu les clés de lecture de la géographie culturelle. Et ensuite, pour illustrer ça, j'avais envie de vous raconter une histoire de la relation qui se passe. Alors, j'ai fait un décentrement voulu qui se passe au Burkina Faso, un pays où j'ai vécu, d'où je suis revenu marié, naturalisé et papa, comme ça c'était fait. Et vous allez voir, c'est une histoire intéressante, mais qui permet de mieux questionner nos propres manières d'habiter la Terre. Vous savez, c'est ce qu'on aime faire en géographie culturelle, c'est retourner au territoire, c'est retourner au paysage, retourner à ces histoires locales, mais à partir du moment où on a expliqué ces histoires locales à la manière d'un accordéon qui s'étire comme ça, on aime monter en théorie, montrant comment, en fond, à partir de chaque lieu, on peut penser le monde, à partir de chaque lieu, on peut porter le monde. Voilà. Vraiment cet enjeu en géographie culturelle de réconcilier les échelles. Voilà. Est-ce que ça vous va comme programme? Je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser pas mal de place à l'échange, voilà, bien redistribuer la parole, quitte à faire des réponses un peu longues lors de l'échange. Voilà, je trouve que c'est toujours plus vivant lorsque c'est comme ça lors des conférences. Ouais, je commence un petit peu par une introduction pour vous expliquer là où on en est dans les territoires. Et une des hypothèses de la géographie culturelle, au fond, c'est de se dire que ce qui caractérise la modernité, ce qui caractérise nos sociétés aujourd'hui en 2026, c'est qu'on a perdu un petit peu la conscience des lieux, on a perdu le sentiment géographique. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, ou pas très bien. On vit chez moi sur les terres de l'Ouest sans connaître le bocage, sans connaître les étangs, sans connaître les haies. On vit au bord de la mer sans prendre la mer. Et que cette grande entreprise de désenracinement, elle a une histoire. Elle a d'abord une histoire philosophique. Vous savez, nos manières d'agir sont toujours précédées par une manière de penser. Et notre histoire philosophique, pour le dire vite, elle se construit sur une forme de séparation entre la nature d'un côté et la culture de l'autre. Et cette séparation, elle revient à très loin. Certains auteurs font remonter ça à l'émergence des religions monothéistes, et notamment à un événement fondateur qu'on retrouve dans les 3 textes sacrés, qui est la Bible, le Coran, et la Torah, qui est lorsque Moïse reçoit les 10 commandements sur le mont Sinaï. Pourquoi? Parce que les 10 commandements, ce sont des injonctions de l'humain que par rapport à lui-même. Tu feras ci, tu ne feras pas ça. Ce n'est en aucun cas des injonctions de l'humain avec le milieu dans lequel il vit au quotidien. Et vous savez que tout notre système de justice pendant longtemps et nos systèmes de gouvernance politique ont été construits un peu sur ces héritages religieux, ces héritages judéo-chrétiens, comme on a l'habitude de dire. Peut-être plus récemment, quelque chose sur lequel moi j'ai davantage travaillé, c'est les grandes politiques territoriales qui ont marqué un petit peu la France et qui, pour moi, ont créé de l'uniformité et donc des déconnexions. On peut résumer, à mon avis, la fresque moderne du développement des territoires à 2 grandes idéologies, desquelles découlent toutes les autres, au fond. La première de cette idéologie, c'est ce qu'on appelle un peu dans notre jargon les avantages comparatifs. C'est un peu barbare dit comme ça, les avantages comparatifs, mais ça dit quelque chose de très simple. C'est cette idée de spécialiser chaque territoire dans une ou une poignée de filières d'excellence, que ce territoire sera le seul à avoir, partant du principe que ce faisant, ce territoire va pouvoir tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son propre voisin, qui lui sera spécialisé dans une filière qui sera différente. Et dans un pays centralisé comme la France, à une époque d'ailleurs, au milieu du siècle dernier, où la France était très interventionniste dans les territoires, notamment avec les services de la DATAR, mais pas que, ces filières ont été décidées depuis Paris et distribuées comme ça d'un territoire à l'autre. C'est comme ça que l'agroalimentaire s'est surtout retrouvé en Bretagne. C'est comme ça qu'Airbus s'est retrouvé à Toulouse, que les sous-marins se sont retrouvés à Cherbourg, que les chantiers navaux se sont retrouvés à Toulon et Saint-Nazaire, que l'automobile s'est surtout retrouvée dans le Grand Est, etc. Alors cette théorie des avantages comparatifs, elle marche très bien sur le papier, mais si vous voulez confronter à la complexité de chaque territoire, elle a aujourd'hui des limites qui nous reviennent un peu comme un boomerang au visage. La première de ces limites, c'est que, pensez depuis la capitale, ces fleurons, ils ont tendance à s'imposer sur des tissus relationnels locaux, jamais parfaits, mais en tout cas jugés émancipateurs pour ceux et celles qui vivent sur place, ou des tissus relationnels à partir desquels les gens veulent composer pour faire évoluer leur propre territoire et leur propre communauté.
Pour moi, le plus bel exemple qui explique ça, c'est un peu vers chez moi, hein, c'est les terres de l'Ouest françaises, c'est la Bretagne. Et son système agroalimentaire français. Vous le savez sûrement, hein, mais 95% de la viande de cochon qu'on achète dans nos supermarchés, y compris ici en Auvergne, ça vient de Bretagne. Et pourquoi, en fait, cette viande de cochon est surtout produite en Bretagne? Non pas parce que ça a plus d'intérêt agronomique à être produit en Bretagne qu'ailleurs, c'est de l'élevage hors sol, hein, donc qui peut être projeté de partout, dans n'importe quel territoire. Le seul intérêt que ça a, c'est la proximité avec les agro-industries qui se sont surtout concentrées en Bretagne et la proximité avec les ports de Saint-Nazaire, de Lorient et de Brest, en partie spécialisés dans l'export des matières agricoles, vu que la France est exportatrice d'une partie de sa ferme. Une partie de la ferme France est exportée vers les autres pays. Vous connaissez la suite de l'histoire. Cette agriculture industrialisée est polluante pour les rivières, pour les sols, provoquant le problème des algues vertes sur le littoral breton, toxique autant pour les humains que pour les non-humains. Là, on voit bien comment l'uniformité agricole et économique d'un territoire crée 70 ans plus tard des précarités sociales et environnementales. Et puis la deuxième limite des avantages comparatifs, c'est que malheureusement, elle ne sait pas tellement prophétiser l'avenir, dans le sens où au fil du temps, il y a des filières qui deviennent beaucoup plus compétitives que d'autres. Et là, on voulait que les territoires s'équilibrent par leur spécialisation d'hier, sont aujourd'hui en concurrence à cause de ces mêmes spécialisations. Airbus à Toulouse, par exemple, et tout l'écosystème associé crée beaucoup plus d'emplois, de richesses, de PIB et d'influence que les stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu la loi NOTRe sous François Hollande, donc la fusion des régions Midi-Pyrénées, ex-Midi-Pyrénées et ex-Languedoc-Roussillon, Montpellier était monté au créneau en disant « Mais vous êtes fous de faire ça, on va être dans l'ombre de Toulouse, parce que hier, vous avez donné un peu plus de cartes à Toulouse que à nous. » Alors ça a tendance, pour Montpellier, ça a tendance à changer. Montpellier est une métropole qui va bien. Mais par contre, dès qu'on sort des limites de Montpellier, il y a des différences de sociologie, de ressources, de revenus médians très forts entre le périurbain et l'arrière-pays de Toulouse, et le périurbain et l'arrière-pays de Montpellier. Et d'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans les votes électoraux, par exemple. Ce n'est pas du tout le même visage électoral dans l'ex-région Midi-Pyrénées et dans l'ex-région Languedoc-Roussillon, quand on sort des limites de la métropole. Et puis en disant ça aussi, vous savez, je pense également à ces territoires qui ont été spécialisés dans des filières qui n'existent plus du tout aujourd'hui. En disant ça, je pense à mes grands-pères, les hommes du noir, les mineurs. Je pense aux femmes du fil, le textile. Je pense aux hommes du feu aussi, la chaudronnerie dans le Grand Est. Aujourd'hui, c'est des territoires dans lesquels on trouve des indicateurs de précarité très forts. Alès, Saint-Étienne, le bassin houiller du nord de la France, Decazeville dans l'Aveyron, la Cité des Anges, dans la vallée des Anges, pardonnez-moi, dans l'est de la France, parce que ces territoires ont été trop dépendants d'une seule filière qui n'a pas résisté au coup du temps. Et lorsque cette filière s'écroule, c'est toute l'économie d'un territoire qui s'écroule, finalement. On voit bien là encore comment l'uniformité économique d'un territoire et la précarité sur du long terme se conjuguent, Et vous savez, la deuxième un peu idéologie aussi qui a construit nos territoires, et l'Auvergne en est un exemple, c'est ce qu'on appelle la métropolisation, vous savez, des régions. Car il faut bien avoir en tête que ce qui caractérise la métropole, ce n'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même, c'est la capacité qu'a cette ville de restructurer toutes les filières d'une région à partir de son propre centre, avec pour risque, ce n'est pas toujours le cas, mais ça arrive quand même souvent, de mettre dans une forme de vassalité les autres types de territoires. D'ailleurs, il y a un chiffre qui existe, alors il date un peu, il faudrait que je le renouvelle, je crois qu'il date de 2021, si ma mémoire est bonne, mais il montre quand même la tendance. C'est que les métropoles françaises, il y en a 15 aujourd'hui, peut-être 16 maintenant. On les connaît, c'est Rennes, c'est Brest, c'est Paris, c'est Strasbourg, c'est Montpellier, c'est Toulouse. Et si je compte également leur couronne périurbaine, ces métropoles, c'est environ 40 à 45% de la population française qui vit dans ces bassins métropolitains. Et pourtant, ces mêmes bassins métropolitains, c'est 83% de la création d'emplois chaque année qui a lieu dans ces bassins métropolitains. On voit bien là un peu l'effet d'aspiration, si vous voulez, des grandes métropoles, créant par exemple les phénomènes de villages dortoirs qu'on connaît et pour lesquels les élus essayent de lutter, mais il y a des inerties tellement fortes que ce n'est pas évident de lutter contre ça. Et puis vous savez, cette concentration des opportunités dans les grandes villes, elle crée une autre concentration très performative et qu'on aurait tort de négliger,
c'est la concentration des imaginaires. Dans le sens où aujourd'hui, on a beau vivre dans une ville petite ou moyenne, on a beau vivre à la campagne, on a tendance à avoir le regard tourné vers la grande ville pour disposer de pas mal de biens et de services, mais aussi parce que c'est là, notamment la jeunesse, que la jeunesse va placer les récits de l'émancipation, les récits du progrès, les récits du cosmopolitisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très travaillé dans la fabrique des imaginaires. L'exemple que j'utilise souvent, mais qui est très parlant, c'est le cinéma. Il suffit d'aller au cinéma pour s'en rendre compte. Au cinéma, en tout cas dans le cinéma le plus diffusé, à l'échelle nationale, la plupart des films se passent dans les villes, dans les grandes villes, au fond. Et comme la France reste, malgré tout, un pays plutôt centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça, mais qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les 3/4 du pays. Et lorsqu'on n'est pas représenté dans la fabrique des imaginaires, on a parfois du mal à s'approprier des futurs désirables dans des territoires dans lesquels on a pourtant choisi d'être. Voyez ? Il y a un immense enjeu, à mon avis, à rediversifier la fabrique des imaginaires, tout simplement pour rediversifier les possibles dans les territoires, les capacités à se projeter ensemble ou tout simplement à réveiller des opportunités. Là. On voit bien, là encore, comment uniformité et précarité se conjuguent. Voilà. Dit autrement, ce que je voulais vous amener comme idée principale, et on pourrait y revenir pendant l'échange, mais c'est cette idée-là. Nos territoires sont souvent prisonniers de grandes trajectoires d'uniformité. C'est des construits politiques, c'est des construits historiques, et que ces uniformités créent des précarités qu'il nous faut aujourd'hui réparer. Et donc la question qui se pose, c'est comment réparer ces précarités ? Et peut-être en misant sur l'exact inverse de l'uniformité, qu'est la diversité. Et comment naît la diversité dans les territoires ? Toujours de la relation à l'autre. Toujours de ces petites histoires, vous savez, entrelacées, pour le pire comme pour le meilleur, qui créent des événements. Les événements façonnent une communauté, façonnent un territoire, et ce territoire va infléchir la flèche du temps, la marche d'une société. Voilà. La diversité, elle naît toujours de la relation à l'autre. Et peut-être vous amener quelques billes sur comment la penser, et puis après on peut passer à un cas concret. Comment on peut penser cette relation ? Et déjà en renouant peut-être avec une définition culturelle, finalement, d'un territoire. Vous savez, un territoire, quand on en parle dans le débat public, on pense aux documents d'aménagement, on pense aux compétences, on pense aux actions des élus. Mais en fait, un territoire, c'est quoi ? C'est avant tout cette échelle, vous savez, qu'on peut dessiner un peu sur une carte comme ça, où le castor construit son barrage, où l'oiseau fait son nid, et où nous, humains, on construit la plupart de nos sociabilités. Là où on fait grandir nos enfants, là où on va prendre notre café, là où on va au travail, là où on enterre nos proches aussi. On peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie, à l'échelle des espaces vécus, à l'échelle des territoires. Dès lors, je fais une petite parenthèse, penser à un territoire comme ça demande, à mon avis, de résister à des mots, des concepts qu'on entend beaucoup dans le débat public et qui sont d'une violence sans exemple pour les territoires, à mon avis. En disant ça, je pense à des termes comme France périphérique, diagonale du vide, ceux qui ne sont rien. C'est des titres de bouquins sortis il n'y a pas longtemps. Et j'ai honte de lire des titres de bouquins parfois écrits par des géographes eux-mêmes, ceux et celles qui sont censés être les gardiens de la diversité des territoires. À partir du moment où un territoire, c'est là où on fait grandir nos enfants, c'est un centre du monde pour ceux et celles qui y habitent. Et même si ce territoire a été blessé au fil du temps, par une rapide désindustrialisation rurale par exemple, ça reste un repère important dans la vie des individus. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut parler des territoires et les traiter autant dans le giron scientifique que dans le débat public, associatif, politique ou entrepreneurial. C'est une hygiène, à mon avis, qu'il faut se donner pour rendre justice, ne serait-ce que par les mots, à la diversité des territoires et à ceux et celles qui y vivent au quotidien et qui portent ces territoires. Tout ça m'amène du coup à un décalage. Vous dire que quand on pense la relation dans les territoires, on va essayer de penser ce lien très fécond entre finalement la singularité d'un sol, d'une végétation, d'un climat, et ceux et celles qui y vivent et qui en y vivant transforment ce territoire. C'est ce que dit très bien Augustin Berck, donc le géographe que citait Laurent et qui a été très influent pour moi.
Augustin Berg, il n'est pas très connu du grand public, mais je peux vous dire qu'en géographie culturelle, il a été influent. Vous voyez Yoda dans Star Wars, Augustin Berg, pareil en géographie culturelle. Voilà. D'ailleurs, il parle un peu pareil, les deux. Il est un peu mystique, Augustin Berg, on ne comprend pas tout quand il parle. Il a cette très belle phrase, Augustin Berg. Il dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. C'est cette idée de se dire, en habitant un territoire, on le cultive, on l'aménage, on le gouverne, bref, on le transforme, et que dans cet exercice même de transformation, on se change en retour. On change nos manières d'être et nos manières de se projeter dans l'avenir. Voilà. C'est cette réciprocité qu'il nous faut penser au quotidien. Et vous dire très rapidement, mais je ne vais pas insister sur ça parce que j'y connais strictement rien, c'est aussi, cette phrase, on la retrouve également dans un courant de la philosophie, qui est l'étude des phénomènes, voilà, qu'on appelle la phénoménologie, dont Simone de Beauvoir, par exemple, était l'une des grandes autrices françaises. Pas que, Merleau-Ponty aussi, qui a fait de la phénoménologie. Je m'arrête là parce que là, on sort de mon domaine de compétences et de loin. Vous dire peut-être de manière plus concrète. Lorsqu'on veut penser la relation, à mon avis, dans les territoires, à mon avis, trois si vous voulez, lunettes peuvent nous aider à penser cette relation dans les territoires. La première, c'est qu'un territoire est toujours le produit de son historicité, et pour comprendre ce qui s'y passe aujourd'hui, il faut remonter un peu les pages de l'histoire. Ça peut paraître bête comme tout dit comme ça, mais je peux vous dire qu'histoire et géographie ont pas mal divorcé au fil du temps. Dans le milieu universitaire, il y a des laboratoires d'histoire, il y a des laboratoires de géographie, on ne se parle pas. Et dans le secondaire, il y a bien des professeurs d'histoire-géographie, c'est d'ailleurs l'une des singularités françaises en partie, cocorico, ce qui est une très belle singularité à mon sens, mais dont, rappelez-vous, la plupart sont des historiens et non des géographes. Ce qui signifie que l'histoire est très bien enseignée au collège lycée, que la géographie peut-être un petit peu moins. Bon voilà, je ne vais pas faire de généralité, mais voilà. Mais vous savez, quand je parle de l'histoire des territoires, je parle aussi de l'histoire écologique des milieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Recomprendre les volcans en Auvergne, recomprendre le bocage sur les terres de l'Ouest, recomprendre les marais dans l'Oro d'Amois, etc. Car derrière, il y a aussi une quête citoyenne, celle de se dire qu'au fond, on protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Or, on n'enseigne plus tellement la diversité des lieux. À mon avis, réenseigner cette diversité, c'est la première mission de la géographie culturelle. Deuxième hypothèse, très rapidement parce que je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est cette phrase d'Augustin Berg, l'aide se crée en créant son milieu. Derrière l'entreprise citoyenne, c'est quoi? C'est de se dire qu'au fond, on peut se questionner sur comment aménager un territoire pour changer le cœur de l'humain et vice-versa. Quel imaginaire peut nous composer pour modifier nos manières d'habiter la Terre? Les deux sont très liés et ça me permet de faire une petite parenthèse très rapidement. On a tort dans le débat public d'opposer les imaginaires, les récits, et ce qui est très concret, vous savez, dans les territoires, quoi. Voilà. Parce que l'histoire et la géographie montrent à quel point les choses sont liées. Je vais vous donner deux exemples très simples. Vous allez à Sète, dans le Languedoc-Roussillon. Magnifique, Sète. Georges Brassens est présent de partout à Sète. Nom de place, nom de rue, festival littéraire. Et même, il y a même des artisans qui créent des pâtisseries, que sais-je, en s'inspirant de l'univers musical et littéraire de Georges Brassens. Voilà comment un imaginaire traduit 50 ans, 70 ans après, des matérialités très concrètes dans les territoires et même des filières économiques. Je vais vous donner un exemple encore plus parlant. Vous allez en vacances dans le Berry, par exemple. C'est pas très loin d'ici, en remontant vers le nord. George Sand est présent de partout dans le Berry. Toute l'industrie touristique du Berry est construite sur cette figure littéraire décédée il y a plus d'un siècle pourtant. Il y a 150 ans, je crois. C'est quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne. Donc, vous voyez comment un imaginaire façonne concrètement les matérialités territoriales. Il ne faut pas opposer les deux, et cette phrase d'Augustin Berg nous aide à toujours penser le lien entre les deux. Et enfin, troisième hypothèse, très rapidement, c'est vous dire qu'un territoire, avant d'être une approche technique ou politique, si importante soient ces approches, c'est avant tout un corps en mouvement dans un lieu, et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu, les récits, les émotions, les symboles, la poésie, tout ça est du nombre. Habiter, c'est marcher. Voilà. Et entendez-moi bien, l'idée de retrouver ce rapport sensible au territoire, ce rapport sensible aussi dans la géographie, c'est pas simplement qu'une entreprise littéraire
Ce n'est pas simplement pour se faire plaisir en tant qu'auteur lorsqu'on écrit sur les territoires, ou se faire plaisir en tant que lectrice, lecteur, lorsqu'on lit un livre sur un lieu, quel qu'il soit. Derrière, il y a aussi une fonction citoyenne. La fonction citoyenne, c'est celle de se donner pour mission, de repeupler nos cartes, de repeupler nos mondes, de repeupler nos écrits, de remettre en mots, de remettre en images, de remettre en symboles tout ce qui compose nos territoires, que l'entreprise de la modernité a voilé et qui demande tellement d'être dévoilé pour faire face aux enjeux contemporains, mais aussi pour réveiller des opportunités dans les territoires. Et cela, d'ailleurs, avant de passer à l'histoire concrète que je voulais vous raconter, me fait penser d'ailleurs à un conte africain qui porte un enseignement géographique qui est très fort. Alors moi, je ne suis pas conteur, pardonnez-moi pour ça, mais je vais vous le dire comme il me vient. C'est un étranger qui arrive dans un village de savane, vous savez, pour la première fois. Et il demande à un vieil homme, à un commerçant assis sur la place du village, il dit « Dis-moi papa, c'est la première fois que je suis dans ce village, comment sont les gens ici ?» Et le vieil homme lui questionne, il dit « Dis-moi, comment étaient les gens dans le village où tu viens ?» L'étranger réfléchit et il dit « Ils étaient méchants et aigris, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis parti. » Le commerçant lui répond « Écoute, tu trouveras les mêmes ici. » Un peu plus tard, un deuxième étranger arrive dans le village, pareil pour la première fois. Il se retrouve devant le commerçant. Et pareil, il le questionne. Il lui dit « Dis-moi, vieil homme, c'est la première fois que je suis dans ce village, comment sont les gens ici ?» De nouveau, le commerçant lui pose sa question. « Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens ?» Et cette fois, le deuxième étranger dit « Ah, ils étaient bons et accueillants, j'y avais beaucoup d'amis, et j'ai eu du mal à en partir. » Le vieil homme lui répond « Écoute, tu trouveras les mêmes ici. » Il y avait un peu là, vous savez, un nomade qui faisait abreuver ses chameaux là, juste à côté. Il entend les deux conversations. Et aussitôt, le deuxième étranger est parti. Il se rapproche du vieil homme et il lui dit sous un ton de reproche « Mais comment tu peux donner des réponses si différentes à la même question ?» Et le vieil homme dit « Tout simplement parce que chacun porte en lui son propre univers. » Voilà. La phrase, elle est magnifique et je trouve qu'elle marche bien pour la géographie. C'est-à-dire que notre manière de porter des choses dans les territoires dépend en grande partie de notre propre manière de les regarder. Et parfois, dans notre manière de regarder les territoires, nous sommes limités que par les barrières qu'il y a au sein de nos propres imaginaires. Il y a un enjeu à dynamiter ces barrières pour réveiller toutes les opportunités qui naissent de la relation à l'autre à l'échelle des territoires. Et peut-être, pour illustrer ça, j'avais envie de vous parler de quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer peu avant sa mort, qui s'appelle Yacouba Sawadogo. C'est un peu dur à retenir, c'est un nom burkinabé. Yacouba Sawadogo, qui a été plus connu dans le débat public en 2018, lorsqu'il a reçu son prix Nobel de l'alternative. Les médias ont parlé de lui comme étant l'homme qui arrêta le désert. L'homme qui arrêta le désert, car toute sa vie, Yacouba a planté des arbres aux portes du Sahara. Mais on va le voir, moi ce qui m'a intéressé, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Quelques éléments de contexte, très rapidement. Burkina Faso, pays sahélien. Il y a 3 écosystèmes au Burkina Faso. Au nord, c'est le Sahel, donc un milieu très aride, sous influence du proche Sahara. Au milieu, c'est les savanes, grosso modo. Le Roi Lion, voilà, c'est le milieu du Burkina Faso. Et en bas, à Bobo-Dioulasso, on commence à être dans un climat semi-tropical qui nous amène vers les forêts humides et denses des pays côtiers, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Ghana. Voilà. Moi, j'ai vécu à Bobo-Dioulasso quand je vivais au Burkina Faso. Yacouba, lui, vit dans un petit village au nord de Waïgouya. Vous voyez, c'est la ville qu'on voit notée au nord. Donc, en plein milieu du Sahel, un territoire fragilisé par le proche désert. Et fragilisé, vous le devinez, par le réchauffement climatique. Alors, l'histoire de Yacouba, elle commence dans les années 80, lorsque justement des vents chauds venus du proche Sahara provoquent dans son village sécheresse, famine, au point que la majorité des villageois décident de partir pour aller chercher dans la grande ville proche les espoirs d'une vie meilleure. Le village était devenu silencieux. Pendant longtemps, on n'entendait plus les enfants jouer dans les rues, on n'entendait plus les forgerons teinter l'enclume. Et lui, Yacouba, se met à rester et petit à petit, il plante des arbres. Néanmoins, comme je vous l'exprimais tout à l'heure, il n'a pas planté des arbres n'importe comment. Il a planté des arbres en réconciliant les différents types de savoirs qui pétrissaient son milieu. Premier type de savoir avec lequel il a composé, c'est les savoirs familiaux. Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale qu'on appelle les Sawadogo, c'est son nom de famille, qui était connu pour être appelé aux 4 coins de l'Empire Mossi à l'époque, pour ramener l'eau
lorsque cette dernière se faisait trop attendre par des secrets, par des incantations, dont eux seuls connaissent les tenants et les aboutissants, quoi. Et la légende dit qu'aucun Sawadogo ne serait parti du village dans lequel il avait été appelé sans que l'eau ne soit revenue, même si cela lui demandait de rester 2 à 3 ans dans le village en question, quoi. Pas mauvais en marketing, les Sawadogo. L'eau finit toujours par revenir. Voilà. Après, on dit toujours après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, Yacouba, dans les conversations que j'ai eues avec lui, se rappelait beaucoup à ses savoirs familiaux, tellement que, vous savez, Sawadogo en moré, la langue des Mossi, donc son nom de famille, ça veut dire littéralement faiseur de nuages. C'est magnifique comme nom de famille, hein. C'est magnifique. Et vous savez, moi j'ai passé l'équivalent d'1 mois et demi avec Yacouba pour comprendre ce qu'il avait fait, écrire un peu sur son œuvre. Et tous les jours, je lui ai demandé, Papa Yacouba, dis-moi, c'est quoi les secrets qui permettent de ramener la pluie? Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice. Ça pouvait être frustrant, mais ça s'explique tout simplement parce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, on ne rigole pas avec les lignées familiales. Il y a des connaissances qui s'échangent que de griot à apprenti griot, que de forgeron à apprenti forgeron, que de faiseur de nuages à apprenti faiseur de nuages. Apprenti faiseur de nuages que je ne suis pas, bien sûr. Et ouais, ça pouvait être frustrant quand je l'ai rencontré, quand j'ai écrit le livre, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça. Ça laisse des silences dans sa vie, ça laisse des silences dans le livre qu'on a écrit ensemble, et d'une certaine manière, les silences ont toujours fait partie de la musique. On a aussi besoin de ça pour penser la résilience des territoires. Deuxième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, plus classique hein, dans notre imaginaire occidental, c'est des savoirs scientifiques tout simplement. Hein. Yacouba, c'est un véritable paysan-chercheur. Il a été accompagné aussi par des agronomes africains comme européens pour mieux penser ses plantations, mieux dompter l'eau lorsqu'elle tombe et lui permettre de s'accumuler dans le sol, pour nouer des alliances avec les termites qui ont le même rôle que les vers de terre chez nous. Vous savez, malaxer la terre, creuser des galeries et permettre en fait à l'eau de mieux s'infiltrer. Si vous le voulez, là, j'insiste pas trop dessus, mais si ça vous intéresse, dans l'échange, on pourra revenir sur les pratiques agronomiques un peu plus concrètes qu'il a mis en place. Et puis, troisième type de savoir avec lequel a composé Yacouba, c'est des savoirs spirituels. Yacouba, il est issu des mondes de l'islam. Et c'est un cheikh, vous savez, ces figures influentes de la vie communautaire de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui lui aurait incité à planter des arbres, utilisant cette phrase, en tout cas c'est comme ça que Yacouba me l'a livré. Yacouba, j'ouvre les guillemets, Yacouba, les arbres vont servir autant ta génération que les suivantes, car les arbres sont nattés de patience. Les arbres sont nattés de patience. Ouais, la phrase, elle est magnifique. Elle s'explique très bien d'un point de vue géographique, d'un point de vue anthropologique, puisque la patience est un mot qui revient très souvent dans les mondes de l'islam, pas toujours pour le meilleur. Je pense à la situation de certaines femmes enfermées à la maison, que cette injonction à la patience justifie. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a un magnifique livre qui a été écrit par une Peul du Cameroun qui a gagné le prix Goncourt des lycéens en 2019, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Les Impatientes. Tout est dans le titre. Voilà, je conseille vraiment il se lit en 1 heure et il est grandiose ce livre. Mais parfois, cette injonction à la patience crée de très belles choses, puisque résultat des courses, 40 ans après, la forêt de Yacouba a fait une 30aine d'hectares. Le village est repeuplé, l'oiseau, la biche sont revenus, les enfants jouent de nouveau dans les rues, et il y a même des paysans qui profitent du microclimat de la forêt pour de nouveau cultiver l'igname, cultiver le sorgho, vivre de leur métier, pouvoir réenvoyer leurs enfants à l'école, pouvoir s'habiller de nouveau décemment, etc. À l'échelle de sa vie, Yacouba a réconcilié, au fond, les humains et un lieu, nature et culture, et j'irais presque jusqu'à dire, si vous me le permettez, visible et invisible, puisque vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, les forêts ne sont pas habitées que par du visible. On y trouvait également des esprits et des dieux. Voilà, ce sont les héritages animistes ouest-africains. Dans les mondes animistes, vous savez, les dieux, ils ne sont pas dans le ciel, ils sont couchés dans l'herbe. Voilà. Alors, je vous disais, juste petite parenthèse, petite digression, mais très rapide, je vous disais que Yacouba était musulman. Mais vous savez que les savoirs sont tellement métissés et hybridés en permanence en Afrique de l'Ouest qu'on ne peut pas séparer la pratique des religions monothéistes des pratiques religieuses qui viennent d'un temps plus ancien. Voilà, il y a cette expression qui dit en Afrique de l'Ouest, 50% de chrétiens, 50% de musulmans, 100% d'animistes. Et Yacouba s'inspire de ces deux pratiques. Petite anecdote, moi, ma belle-mère, donc, qui vit à Bobo-Dioulasso, elle est très chrétienne. Elle vient d'une famille très pieuse.
Tant et si bien que c'est son frère, donc mon oncle par alliance, qui est évêque du Burkina Faso et qui nous a mariés. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul évêque du Burkina Faso. Ils étaient deux, mais l'autre est récemment décédé. D'ailleurs, on touche du bois pour qu'il devienne cardinal. Ce serait le premier de l'histoire du Burkina Faso. Et nous, ça nous ferait un appartement à Rome. On ne dit pas non. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Non, mais blague à part. Donc, ma belle-mère, très pieuse, voilà, elle pratique les mondes de la chrétienté. L'autre jour, je sors la voiture de la cour pour aller faire des courses. Je la vois courir dans la cour et me rattraper. J'ouvre la fenêtre. Elle me tend 4 petits citrons. Je lui dis, ça sert à quoi, maman? Elle me dit, mets-les aux 4 coins de la voiture, ça va te protéger des mauvais esprits sur la route. Une pratique animiste, elle, la grande chrétienne. Ouais, vous voyez comment les mondes se métissent, quoi. Bon, pardon, c'était une anecdote. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'histoire de Yacouba, au fond? Comme je vous disais, c'est l'accordéon qui s'étire. L'histoire de Yacouba est très localisée, mais elle nous donne des enseignements pour repenser l'intégralité de nos territoires, y compris ici en Auvergne. Bon, il y aurait plein d'enseignements à tirer de Yacouba. Moi, peut-être vous en partager 2 qui m'ont particulièrement parlé au moment où j'étais avec lui. Et c'est les 2 enseignements que j'ai travaillés un peu dans les écrits qui ont suivi. Le premier, c'est que vous savez, dans les mondes contemporains, notamment à partir de ma génération, et c'est encore pire pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, je trouve, c'est qu'une carrière réussie, une vie réussie, c'est une vie où on est toujours en mouvement. Une carrière, on est toujours en mouvement, toujours entre 2 trains, toujours entre 2 avions. Les influenceurs qui aiment suivre la jeunesse, c'est des gens qui bougent tout le temps, qui sont toujours à l'étranger, qui sont toujours je ne sais pas où. Yacouba, lui, toute sa vie est resté dans son village. Et pourtant, ça ne lui a pas empêché de penser le monde. Ça ne lui a pas empêché de porter le monde au point qu'il est devenu l'un des pionniers de l'écologie made in Africa, quoi. Voilà. Je fais un parallèle avec la France, et pardonnez-moi de parler de moi ici, mais c'est arrivé en même temps de la sortie du livre, donc ça m'a permis de faire un parallèle. C'est que j'ai perdu une de mes tantes, trop tôt, à Saint-Étienne. C'est souvent le cas dans les familles issues de la mine. Il y a des blessures qui se passent de génération en génération. L'abus d'alcool et de tabac et du nombre. Du coup, on meurt, on peut mourir plus jeune. Et c'est marrant parce que le dernier appartement dans lequel elle a vécu était à 3 km de sa maison de naissance. Et pendant une grande partie de sa vie, cette tante a vécu dans un appartement depuis lequel elle voyait la maison de Coron dans laquelle elle avait grandi, dans laquelle aussi ma maman avait grandi. Et c'est vrai que dans les milieux populaires, c'est commun ça, comme trajectoire de vie, de mourir proche de là où on est né. C'est très commun ça, comme trajectoire de vie. Pourtant, dans la fabrique des imaginaires, dans la fabrique de ce qui fait une vie professionnelle réussie, ces modes de vie empreints de fixité, on a tendance à les marginaliser, voire à les mépriser. Pourtant, si je prends le cas de Yacouba, si je prends le cas de ma tante, vieillir sur le toit de là où on a grandi ne peut pas être une vie non réussie. C'est des mémoires sur le territoire, c'est des savoirs, c'est aussi des corps qui témoignent de la trajectoire du territoire. Yacouba, il fallait le voir à la fin de sa vie. Il avait la peau tannée par le soleil. C'est le prix à payer pour avoir planté des arbres toute sa vie sous les hauts soleils du Burkina Faso. Ma tante, c'était un corps fatigué par les abus. Et ces abus, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de la mine, en fait. Voilà. Et puis, vous savez, pour que des gens bougent, il faut aussi que des gens restent et fassent vœu d'hospitalité. Voilà. Tout ça pour vous dire, pour penser la relation, pour penser les territoires de demain, on a autant besoin du mouvement que de la fixité. Il faut penser la complémentarité entre les deux. Et cela me rappelle la belle phrase de Simone Veil. Alors, la philosophe, pas la ministre, les deux valent le coup, mais là, c'est une phrase de la philosophe, qui disait que l'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. L'enracinement est le besoin le plus méconnu de l'âme. Il y a beaucoup de choses en 4 mots, là. Une phrase magnifique. Et puis, deuxième enseignement de Yacouba, très rapidement, je serai plus rapide sur celui-là, c'est que sur la question écologique, dans le débat public, parfois on a tendance à penser que pour sauver le vivant, il faut abandonner certains territoires, pour que le vivant reprenne ses droits, quoi. Voilà. Concentrant les gens un peu dans les grandes zones urbaines, type Clermont-Ferrand, quoi. Si Yacouba était parti comme tout le monde dans les années 80, le désert aurait cassé la porte et aurait continué vers le village voisin. C'est parce qu'il est resté, tout en changeant bien sûr complètement sa manière d'habiter la terre, ça qui est important aussi, qu'il a sauvé la vie, autant pour les humains que pour les non-humains. Et qu'il a même agrandé le territoire. C'est le contraire de dégrader, puisqu'il y a aujourd'hui plus de biodiversité dans son territoire qu'il y en avait avant la sécheresse des années 80. Je fais un parallèle avec la France. Laurent l'a dit, merci beaucoup pour ça Laurent. J'ai fait ma thèse de doctorat sur les Cévennes, la ville d'Alès en particulier.
mais la ville d'Alès est connectée aux Cévennes. En tout cas, devrait davantage l'être. Les Cévennes, patrimoine mondial de l'UNESCO, pour sa biodiversité. Biodiversité qui n'a jamais été autant en danger, car les Cévennes ne sont plus habitées. Victimes comme elles ont été des différentes vagues d'exodes ruraux qui ont marqué la France depuis la révolution industrielle 1870. Voilà. Tout ça pour vous dire que pour moi, la vraie question scientifique, citoyenne, entrepreneuriale et politique, finalement, ce n'est pas tellement de savoir où c'est qu'on peut habiter, où c'est qu'on ne peut pas habiter. C'est plutôt de se dire comment vivre dans chaque territoire pour en respecter les grands équilibres écosystémiques, voire pour améliorer ce territoire au fil du temps. Et vous voyez que poser la question comme ça nous percute pas mal, nous bouscule pas mal en France, parce que en France, on est les héritiers d'une histoire. Et cette histoire, elle est centralisée. Elle aime bien les recettes toutes faites, qui s'imposent un peu d'un territoire à l'autre. On revient à ce que je vous disais un peu en début de conférence. Vous voyez, la question, comme je viens de la poser, c'est l'exact inverse des recettes toutes faites. Ça demande de comprendre un territoire dans toutes ses singularités et de placer en partie ces singularités au cœur des modèles de développement. Dit autrement, décentralisation et lien, décentralisation et vivant, ce sont des combats frères. Voilà. Et entendez-moi bien, quand je parle de décentralisation, je ne parle pas juste de donner plus de compétences à une commune, par exemple. Je parle d'une décentralisation pleine et entière qui nous permet de repeupler nos mondes, de repeupler nos cartes, d'avoir la capacité d'avoir des savoirs géographiques sur un lieu pour mieux composer avec ces savoirs. Vous savez, c'est l'indépendantiste ghanéen Nkrumah qui disait ça. Il avait cette phrase magnifique. Il disait « On n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, on est africain parce que l'Afrique grandit en nous ». Cette phrase, elle est magnifique. Je trouve que ça marche bien pour chaque région. On appartient à une région, non pas parce qu'on a 3 générations au cimetière, mais parce que cette région grandit en nous au quotidien. Mais ceci dit, pour la faire grandir en nous, cette région, on a besoin d'armes, on a besoin d'outils, on a besoin de concepts, on a besoin de savoir géographique. Voilà. Elle est là la véritable décentralisation, si vous voulez. Et peut-être vous dire en conclusion, l'histoire c'est un truc que j'aime bien dire, l'histoire de Yacouba, réelle, hein, ouais, vraiment passée, elle n'est pas sans rappeler une autre histoire de fiction, celle de Jean Giono, l'homme qui plantait des arbres. C'est la même histoire. Bon, c'est la même histoire. Juste vous dire, comment ? Sauf que pour Giono, c'est pas sûr qu'il ait existé. Alors non, c'est une fiction. Pour Giono, c'est une fiction. Mais c'est là où je voulais en venir. Vous allez comprendre. Jean Giono, si ma mémoire est bonne, il a écrit son livre. Donc Jean Giono, c'est ça l'histoire. Dans les Alpes de Haute. Bon, je vais vous spoiler un peu la fin, mais le livre est tellement bien écrit que même si on connaît la fin, il faut le lire. Voilà. Dans les Alpes de Haute-Provence, désertifiées, tout le monde est parti, les villages sont dépeuplés. Un homme se met à planter des arbres toute sa vie. À la fin de sa vie, les fontaines sont de nouveau pleines d'eau. Les gens dansent dans les villages. Voilà. C'est l'histoire de Yacouba. Voilà, c'est l'histoire de Yacouba. L'histoire de nouvelles relations, finalement, entre l'humain et la nature, qui génèrent des opportunités pour les territoires. Tout ça pour vous dire, Jean Giono, il a écrit ce livre en 1958, si ma mémoire est bonne. Or, cette même question, des histoires entrelacées entre nature et culture, elle émerge vraiment dans le débat scientifique, on va dire au tournant des années 2010, et son apogée, c'est maintenant, en 2026. Quoi. C'est maintenant qu'on a le plus de travaux, le plus de livres sur ces histoires entrelacées entre nature et culture. Soit 80 ans après le livre de Jean Giono. Tout ça pour vous dire que pour penser les territoires, écoutons davantage les poètes que les scientifiques. Ces derniers sont bien en avance par rapport à notre propre condition académique. Ouais, voilà. Je vous remercie pour votre attention, tout le monde. Alors, j'avais peut-être des cartes à vous montrer, mais je vois que l'heure a un petit peu filé. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer à l'échange. Et si on a le temps, on pourra projeter quelques cartes. Ces histoires de la relation, on a essayé de se dire comment on pourrait renouveler notre propre discipline si on mettait la relation au centre. Et l'une des productions de la géographie, les cartes. Qu'est-ce que pourraient donner des cartes si on mettait la relation au cœur des cartes ? Donc voilà, j'en ai 2-3 à vous montrer si on a le temps. Mais je voulais quand même qu'on accorde pas mal de place à l'échange. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou même des interventions. À propos de planter des arbres. Ouais, je vous en prie. Merci. À propos de planter des arbres, quand on plante tous les mêmes arbres et que ça devient une catastrophe, Ouais. on n'a pas planté des arbres, on a planté la misère, quoi. Des monocultures. Ouais, on a planté des. Vous voyez, on rejoint exactement ce principe de uniformité et précarité se conjuguent.
Moi j'aime cette hypothèse parce qu'elle est très robuste. C'est-à-dire qu'elle marche sur plein d'objets et elle marche à plein d'échelles. Moi, ça, je le vois aussi beaucoup en Sarthe. On a planté des forêts de pins à perte de vue au détriment de feuillus, en fait. C'est des forêts qui sont beaucoup plus sensibles au risque d'incendie. C'est des forêts qui sont plus pauvres en termes de biodiversité. Et c'est des forêts où l'eau s'infiltre moins bien, à l'heure où aujourd'hui, on a des inondations partout en France, quoi. Voilà. Et donc, oui, il y a un immense enjeu à rediversifier nos forêts, pour rediversifier les opportunités qui naissent de cette forêt. En l'occurrence, Yacouba, il a planté plus de 90 essences d'arbres différentes dans sa forêt et qui ont toutes des vertus médicinales. Parce que Yacouba vivait de ça, en fait. Il vivait des pratiques de guérisseurs traditionnels. Voilà, pour l'anecdote. Et c'est ce qui a rendu sa forêt si belle. C'est que la forêt a soigné la terre, mais aussi par les écorces, par la sève, par les feuilles que lui travaillait. Il soignait aussi les corps au sens littéral du terme. Alors pour des petits mots, la médecine traditionnelle est valorisée au Burkina Faso en complément de la médecine moderne pour des tout petits mots, tout simplement. MAUX, ouais, ça ne remplace pas, bien sûr. On ne soigne pas un cancer avec des herbes. On peut soigner des petits mots lorsque le premier médecin est un petit peu loin. Voilà. Mais vous avez complètement raison, je rejoins tout à fait votre clé de lecture. Moi, j'aimerais savoir un peu l'impact du langage des gens, des langues qu'ils parlent par rapport au milieu, de l'intitulé leur milieu. Ouais, c'est une très bonne question, monsieur. Merci pour ça. Alors, je vous avoue pas être spécialiste de la linguistique, y compris des langues régionales. Ce qui est sûr, c'est que dans les langues régionales, y compris en France, on savait défixer un peu les éléments de nature. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans la langue béarnaise, l'ours se disait souvent mosso, qui voulait dire également monsieur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on associait des qualités un petit peu à l'ours. C'est-à-dire que ce n'était pas juste une espèce animale, on lui accordait aussi des qualités qu'on retrouvait un petit peu chez l'humain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit entre humain et ours, mais ça veut dire en tout cas que la coexistence était acceptée, pour le pire comme pour le meilleur, créant son lot d'espoir et son lot de conflits, au point que dans le langage, on valorisait cet ours. Aujourd'hui, le béarnais n'est presque plus parlé, en tout cas par les nouvelles générations, et vous voyez les problématiques que pose la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées, par exemple, et tous les conflits que ça génère. Alors, on ne va pas refaire l'histoire, je ne dis pas que si le béarnais était toujours très fortement pratiqué, la réintroduction de l'ours ne poserait pas de problème, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. En tout cas, une langue régionale a cette capacité à peupler l'existant, à peupler le local, ce que fait un peu moins une langue uniforme qui s'impose d'un territoire à l'autre. Ouais, ça, tout à fait. Oui. Oui. Est-ce que vous... Bonjour. Bonjour. Ouais. Vous avez dit que c'était la relation à l'autre qui favorisait la diversité. Ouais. Est-ce que vous pourriez développer un peu cet aspect-là, s'il vous plaît? Oui. Alors, dit de manière un peu théorique, et on va illustrer la rencontre. 1 plus 1, dit autrement, 1 plus 1, en géographie, en anthropologie, ça n'a jamais fait 2. Ça donne un résultat qui est toujours supérieur à la somme des parties. Je vais prendre un exemple très basique. Un humain plus un chien, par exemple. Ça ne fait pas 2. L'amitié rajoute un 3. Les souvenirs rajoutent un 4. Ça crée du temps lorsqu'on aménage son emploi du temps, ou en tout cas qu'on devrait le faire, pour pouvoir répondre aux besoins de cette altérité. Ça crée de l'espace lorsqu'on aménage son appartement, sa maison, pour pouvoir accueillir cette altérité-là aussi au quotidien. Bref, ça crée un monde qui est propre à ces deux individus. Imaginez dès lors ce qu'il est possible de faire à l'échelle des territoires avec une multitude d'humains d'un côté et une multitude de non-humains de l'autre. Voilà. Il y a plein de possibles qui peuvent naître de cette relation, qui peuvent naître de cette rencontre. C'est là où se génère la diversité. On peut aussi la penser à, je vais prendre d'autres exemples un peu plus concrets, à l'échelle agricole, par exemple, à l'échelle d'une ferme. Vous savez, l'agriculture est en crise en ce moment. Bon, il y a des cycles réguliers de l'agriculture en crise. Les fermes qui résistent mieux à la crise, c'est les fermes de polyculture élevage. Parce que c'est des fermes qui sont diversifiées et qui construisent aussi leur résistance au risque sur la complémentarité, donc sur la relation entre leur élevage et les céréales qui sont cultivées par ailleurs. La relation génère une opportunité, génère une diversité agricole qui résiste davantage aux aléas économiques ou aux aléas politiques. Je vais enfin prendre un dernier exemple. Je vous disais tout à l'heure les avantages comparatifs qui ont uniformisé les territoires. Aujourd'hui, les territoires qui s'en sortent le mieux sur la durée,
C'est des territoires qui ne dépendent pas d'une seule filière, mais qui dépendent en fait d'un écosystème d'entreprises, souvent d'entreprises petites et moyennes, très localisées et qui cultivent des liens réciproques. Voilà. Où les déchets d'une entreprise vont être la ressource d'une autre, la ressource première d'une autre, par exemple. Voilà. C'est le cas en Vendée. Il y a l'écosystème des herbiers, par exemple, qui est très connu pour ça. Vous savez, ça peut paraître bête comme tout que je dise ça, mais et quand je parlais des avantages comparatifs, j'ai donné des exemples un petit peu lointains du passé, mais ces avantages comparatifs sont toujours très pratiqués par les pouvoirs publics. La Côte d'Ivoire a spécialisé une grande partie de son bassin agraire en fait, dans l'exportation de cacao. Voilà. Lui demandant d'importer cacao qu'elle ne consomme pas sur place ou très peu, qu'elle ne transforme même pas sur place. Du coup, la valeur ajoutée du chocolat, c'est la France ou la Suisse qui le gagne, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça commence à changer, mais voilà. Et du coup, puisqu'elle a spécialisé son système agricole dans l'exportation du cacao et du caoutchouc, elle importe des denrées alimentaires qui, elles, correspondent à la diète quotidienne des familles ivoiriennes. De la tomate, de la courgette, des aubergines, des oignons qui viennent du Sahel, etc. Et ça, c'est dangereux, parce qu'il suffit qu'un jour, l'offre de cacao dépasse la demande sur les marchés internationaux pour que la balance économique de la Côte d'Ivoire s'écroule. Et que pour rétablir cette balance, sa seule solution, c'est de taxer les produits importés. Sauf que ce qu'elle taxe, c'est quoi? Encore une fois, c'est de la tomate, c'est du riz, ce dont ont besoin les familles ivoiriennes. Voilà. Vous voyez comment cet avantage comparatif est toujours pratiqué à l'échelle nationale. Autre exemple, Vendôme récemment qui a voulu vendre son nom à Louis Vuitton en l'échange d'installation d'ateliers de maroquinerie. On est bien dans cette logique des avantages comparatifs, là où Vendôme pourrait justement construire un écosystème économique très diversifié lié à sa proximité avec Paris. Vendôme-Paris, c'est 45 minutes de TGV aujourd'hui. Voilà. Au lieu de ça, elle reste toujours prisonnier de cette logique d'uniformisation. Voilà. Donc voilà quelques exemples de relations et de diversité qui naissent de la relation. Bon, il y en aurait plein d'autres à trouver. J'imagine qu'en Auvergne, il y en a aussi pas mal. Quelquefois, il y a l'influence. Oui, quelquefois, il y a l'influence des hommes, mais quelquefois, l'impact de la réalité autour de la planète est tel que... Moi, on a eu la chance de visiter le Tassili au sud de l'Algérie. Ouais. Et il y a des grottes avec des dessins rupestres qui datent d'il y a 6-7 000 ans, où on voyait très bien des chasseurs, des gens avec des forêts, tout ça. Et j'ai écouté une émission, je ne sais pas quel crédit il faut y accorder, mais ils ont l'air de dire qu'il y a des cycles tous les 10 000 ans, à peu près, dans cette zone, qui font que la terre sèche et puis que la forêt revient, okay, indépendamment des gens, presque. Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, mais peut-être pour rebondir sur ce que vous dites, monsieur, oui, vous avez raison. Et en fait, nos sociétés contemporaines, elles sont un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Comme je vous disais, en fait, il serait tout à fait possible de se dire on se concentre dans les grandes villes, par exemple, et on laisse le reste se réensauvager. Pour le climat, ce serait très intéressant d'ailleurs. On concentre les populations, tout le reste c'est de la forêt, on diminuerait en fait fortement le réchauffement climatique. Mais on perdrait énormément en biodiversité sauvage, et on perdrait aussi en diversité humaine. Voilà, diversité des cultures, diversité des relations, qui crée aussi la résilience d'une république dans son ensemble. Quoi. C'est pour ça que moi je m'accroche à cette deuxième hypothèse de se dire il faut continuer à vivre de partout, mais il faut réfléchir aux équilibres qu'on crée d'un territoire à l'autre. Voilà, c'est plutôt ma deuxième hypothèse. Alors juste pour nuancer, on pourrait quand même garder une biodiversité. Alors ouais, ça c'est un truc que je n'ai pas précisé, je ne sais pas quel est votre degré de connaissance sur l'écologie scientifique. Mais par exemple, vous savez que le milieu où on trouve le plus de biodiversité en France, c'est-à-dire le plus d'espèces animales et végétales différentes au mètre carré, ce sont les prairies alpines. Et les prairies alpines, elles existent uniquement parce qu'il y a une activité humaine, l'alpage. Voilà, la transhumance, en fait, des vaches. S'il n'y avait plus cette transhumance, la prairie se refermerait, c'est-à-dire que les arbres s'imposeraient, ça deviendrait une forêt, c'est ce qu'on appelle un climax en écologie scientifique, c'est-à-dire un milieu très stable qui résiste au choc, mais qui est moins diversifié en termes d'espèces animales et végétales. Et donc, voilà, garder cette diversité de zones humides, comme le Marais Poitevin, d'étangs, de bocages, les bocages, c'est magique aussi, prairie-bocage, c'est magique en termes de biodiversité, et bien, ça nécessite d'habiter un petit peu les territoires. Il y aurait quand même une exception,
c'est de réintégrer des grands herbivores, comme à l'époque du Jurassique, en fait. À l'époque du Jurassique, il y avait cette diversité d'écosystèmes parce qu'il y avait des très grands herbivores. Alors, sans remonter au temps des dinosaures, il y a des expérimentations qui sont faites aux États-Unis, en Europe de l'Est. On a essayé de le faire en Lozère, ça n'a pas très bien marché, mais de réintroduire le bison d'Europe, par exemple, qui est considéré comme un grand herbivore et qui pourrait gérer des prairies à la place de l'humain. Voilà. Après, c'est des questions éthiques qu'il faut se poser. Moi, vous avez compris un peu quelle était l'école que moi, j'essayais de défricher. Habiter de partout, mais habiter en équilibre. Ouais. Pardon, madame, j'étais un peu long. C'est une question un peu terre à terre. J'aimerais comprendre votre diapositive, celle qui est affichée. Pourquoi la photo de gauche parle de l'attractivité? Pourquoi la photo de droite parle du bien-être? Et le titre, changer de regard, aller de quoi vers quoi? J'aimerais que vous expliquiez ça, s'il vous plaît. Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai, en fait, j'ai vu le temps filer là sur mon PC, et donc j'ai coupé un peu sur ma présentation. En fait, c'est parce que lorsqu'on s'intéresse au territoire, on observe aussi que les territoires sont prisonniers un peu d'une logique d'attractivité. Et derrière, c'est aussi la logique du tout mouvement que j'expliquais tout à l'heure. J'ai fait ma thèse de doctorat, moi, sur la ville d'Alès, qui est ruinée par 70 ans de désindustrialisation, depuis la fermeture de son premier puits de charbon. Ce qu'essaye de faire Alès, alors même que la ville est ruinée, c'est qu'elle met des millions sur la table pour attirer ce qu'on appelle les classes créatives. Donc, c'est les personnes à forts capitaux sociaux et intellectuels, partant du principe que ces personnes vont entreprendre dans le territoire, vont créer de la richesse, et qu'ensuite, cette richesse va ruisseler, au fond, vers les populations les plus modestes et les plus précaires. Autrement dit, la ville d'Alès investit pour des populations qui ne sont pas là, qui potentiellement ne viendront jamais, au détriment des personnes qui sont déjà sur place et qui auraient tellement à apporter au territoire si on savait regarder ces populations autrement, ou si on donnait à ces populations une capacité d'agir. Et en plus, Alès, je finis la boucle, mais je prends le cas d'Alès, mais c'est le cas de plein de villes moyennes et de petites villes qui sont enfermées dans cette trajectoire d'attractivité. Au lieu de composer autour de ses propres singularités, elle singe la ville d'Alès, ce qui fait le succès des grandes métropoles, Montpellier, Toulouse. Et vous savez qu'il y a un petit circuit à Alès, et du coup, Alès essaye de développer tout un écosystème entrepreneurial autour de ce circuit, en disant, je cite les acteurs, les directeurs un peu des services qui travaillent là-bas, ils me disaient, on veut devenir Le Mans du Sud. Voilà. Ils ne savaient pas que j'étais sartois à l'époque. Et je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Mans, mais c'est vrai que l'impact des 24 heures, c'est immense. Voilà, pour rattraper Le Mans, il va falloir se lever tôt pour Alès, bref, tout ça pour vous dire que voilà, Alès est prisonnière de sa trajectoire d'attractivité au détriment de ces gens aux origines d'ailleurs extrêmement plurielles. Parce que pour travailler dans les mines, on a fait appel à des Algériens, à des Marocains, à des Polonais, à des Italiens, à des gens d'Europe de l'Est, etc. En fait, il y a déjà toute une diversité possible à Alès. Sauf que Alès veut attirer les grands ingénieurs de Montpellier au lieu de miser sur ces personnes qui sont là. Pour moi, il faut changer un peu de paradigme. Il faut sortir du paradigme de l'attractivité pour aller justement vers le paradigme du bien-être. Bien sûr, en accueillant les personnes qui viennent de loin, mais aussi en donnant des opportunités à ceux et celles qui ont toujours été là. Ça change beaucoup, en fait, la manière de penser les politiques publiques, la manière d'entreprendre dans les territoires. Et je vais vous donner un second exemple sur la manière de penser le bien-être, un exercice que je fais parfois en conférence ou avec mes étudiants. Sur un lieu particulier, je leur donne une carte très classique. Une carte qu'on a l'habitude d'utiliser sur Google Maps, par exemple, ou la carte de l'Office du tourisme du coin. C'est des gens qui vivent dans ce territoire. Et je vais leur poser, au lieu de leur poser des questions, où c'est que vous allez faire vos courses, où c'est que vous emmenez vos enfants à l'école, je vais leur proposer des questions qui opèrent un glissement. Par exemple, quel est un endroit de la commune où je me sens invincible? On pourrait faire cet exercice pour la commune ici. Quel est le meilleur endroit pour endormir des enfants en poussette? Quel est un endroit où j'aime penser à ma vie? Voilà. Et ce qu'on observe, c'est qu'alors même que ces questions font référence à ce qui est au centre de la construction des identités individuelles et collectives, ce qui est au centre même de l'appropriation d'un territoire, ce sont toujours des lieux qui sont en marge, en fait. Des lieux un petit peu oubliés de l'action publique, de l'action citoyenne aussi. Alors on dit souvent que c'est la marge qui tient la page, mais peut-être, pour penser justement des territoires du bien-être, il faut mettre les marges au centre. Voilà, c'était un peu l'invitation de cette diapo, et pour moi c'est l'un des enseignements aussi de l'histoire de Yacouba, c'est pour ça que je le plaçais ici. Ouais.
Oui, merci pour votre conférence. Moi, j'ai été très intéressé au départ par un des deux principes. D'ailleurs, je n'ai pas entendu le deuxième et le premier, les avantages comparatifs. Je ne sais pas si vous avez évoqué le deuxième, d'ailleurs. Si. C'était la métropolisation. Ah, la métropolisation. Celui à laquelle je suis passé un peu plus vite, vous avez raison. Alors, dans les avantages comparatifs, on voit bien tous les dégâts que ça a été décidé. En fin de compte, on voit bien dans les régions, de fait d'imposer ces avantages comparatifs, ce que ça donne en fin de compte maintenant. Et ce que je trouve, moi, ce que je perçois de votre discours, c'est que vous nous dites habiter le territoire et habiter tout le territoire. Ça, je trouve ça très intéressant pour nous, là, à Billon et dans les environs. Et je voulais savoir si, dans votre discipline, la géographie culturelle, est-ce que le concept de biorégion, c'est un outil, c'est une solution, c'est quelque chose que vous connaissez? Parce que ça résonnait pour moi, je connais très peu, mais j'ai entendu, et je trouve que c'est à l'échelle d'un territoire, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, tout à fait. Bah oui, c'est une très belle question. Merci, monsieur, pour ça. Alors, vous dire, dans ces approches en géographie culturelle, c'est que de la géographie culturelle que je veux dire, il y a un peu 3 courants pour penser ces nouvelles approches territoriales. Le premier courant, c'est ce qu'on appelle les territorialistes. Donc, c'est une école florentine qui vient d'Italie, derrière un auteur dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Alberto Magnacchi. Voilà. Et là, ses livres ont été traduits en français. Mais ce qui est reproché, alors il a évolué depuis, son courant a évolué depuis, mais c'est vrai qu'au début, il y avait une approche très patrimonialisante. Les paysages un peu de Florence, jugés comme étant un essentiel et qu'il fallait protéger ces paysages sur la durée. Et donc, ce qui pouvait être reproché un peu à l'école des territorialistes, c'est qu'on plaçait un peu les territoires sous cloche, quoi. Voilà, en pensant qu'il y avait un paysage typique de cette région et que ce paysage ne pourrait pas évoluer. Face à cette école des territorialistes, s'est développée justement l'école que vous citez, l'école des biorégions. Et donc là, c'est cette idée de revenir à la terre, de faire évoluer ces territoires par la relation à partir des équilibres écologiques. Mais parfois, l'école des biorégions, malgré elle, fait fi des héritages culturels et historiques qui composent pourtant les identités locales, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs. Qu'on soit attaché à ces identités ou non, c'est quand même présent et il faut composer avec. Voilà. Et du coup, il y a une troisième école, qui est un peu la mienne, qui est l'école du milieu, ce que disait un petit peu Laurent, la mésologie, dit dans notre jargon, qui essaye de composer entre les deux, c'est-à-dire on pense les équilibres écologiques, mais on compose aussi avec les héritages culturels, quitte à les changer, quitte à les faire évoluer face aux enjeux contemporains, mais voilà, à composer à partir d'eux. Voilà. Mais bon, ces 3 écoles ne s'opposent pas, au fond. Elles sont très complémentaires et amènent des angles différents à chaque fois, ou en tout cas des analyses qui se nuancent les unes et les autres entre elles. Voilà. Et d'ailleurs, je peux peut-être vous montrer, ça me fait penser à votre question, l'une des cartes qu'on a faites dans le livre La France des milieux, pour vous montrer un peu comment on matérialise ces relations à l'échelle des régions dans l'école du milieu. Vous reconnaissez, c'est la Bretagne. Voilà. Cette carte, elle illustre l'un des enseignements de la géographie culturelle qui vient du Japon. Il y a beaucoup de géographie culturelle aussi au Japon, qui dit que la forêt est l'amante de la mer. La forêt est l'amante de la mer. La forêt est l'amante de la mer. C'est un ostréiculteur japonais qui s'est rendu compte que la santé de ses huîtres dépendait de la matière organique qui était décomposée dans les forêts de l'amont et qui était charriée, au fond, par les rivières et par les fleuves. C'est ça qui lui a fait théoriser ces liens entre l'amont et l'aval, entre les terres et le littoral. Il n'y a pas besoin d'aller au Japon pour trouver ces liens féconds entre forêt et mer. C'était le cas en Bretagne, notamment autour de l'épopée de la sardine. Les sardines qui venaient dans le golfe du Morbihan, dans le golfe de Douarnenez et dans le golfe de Morlaix, venaient surtout au printemps, parce que c'est à cette époque que la matière organique des forêts redescendait, au fond, vers le littoral. Les forêts du centre-Bretagne. Voilà. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ces liens structurels entre forêt et mer, on a eu tendance à les couper sur l'autel du remembrement agricole, mais pas que, sur l'urbanisation en fait, du littoral et de la Bretagne, et aussi par la construction de barrages, pour des raisons tout à fait légitimes, amener de l'eau potable vers Redon, par exemple. Mais du coup, la matière organique des forêts n'allait plus jusqu'au littoral. Ou une fois l'année, lorsqu'on ouvrait les vannes des barrages, quoi. Mais c'est tout. Là où avant, il y avait des échanges quotidiens. Du coup, le tout, couplé à la surpêche, a fait que la ressource en sardines s'est complètement tarie et que les petits ports bretons sont devenus complètement silencieux. Les seuls ports où on trouve une activité de pêche, c'est par exemple à Guilvinec, mais c'est des gros bateaux qui vont en eau profonde, qui ne pêchent plus dans les golfs, au fond. Voilà. Et c'est ce que raconte toute cette carte.
Donc vous voyez qu'en fond de carte, il y a le littoral breton, il y a les patchs forestiers ou ce qu'il en reste en Bretagne. Là où vous voyez les coraux qui s'étalent, c'est en fait les grands bassins de la Sardine. Et puis autour, vous avez toute une iconographie qui rappelle un peu ces liens féconds entre forêt et mer. Il y a une sardine qui est un peu mise en symbole, qui est un peu déifiée, une branche au fond d'un arbre avec une sève qui coule vers la sardine. Sève qui est représentée aussi comme des larmes sanglantes, rappelant que ces liens n'existent plus ou presque, quoi. Et en haut, vous voyez, il y a des espèces de bâtiments abandonnés. Ça fait référence aux conserveries de Douarnenez ou de Vannes qui sont aujourd'hui à l'abandon du fait que les ports les plus proches n'ont plus une activité de pêche. Cette carte étant une invitation, au fond, à retrouver des liens féconds entre des écosystèmes qui sont pourtant éloignés, des liens connectés aux enjeux de 2026. Vous voyez tout ce qu'on peut raconter à travers une carte, à travers ces approches par le milieu, et par effet miroir, vous voyez tout ce que racontent plus nos cartes avec lesquelles on a l'habitude de composer au quotidien, comme les cartes de Google Maps par exemple. Je disais tout à l'heure, on a perdu la conscience des lieux, on a dépeuplé nos mondes. Les cartes de Google Maps en sont un parfait exemple. Et petite anecdote, ça rejoint aussi cette question sur les biorégions, sur ce lien au territoire. Ce livre, c'était beaucoup de boulot quand même. Il y a 90 cartes différentes, dont une carte de l'Auvergne d'ailleurs. Et bon, voilà, c'était 3 ans et demi de boulot. Et au début du projet, je vais demander à l'un de mes professeurs, l'un de mes pairs à la Sorbonne, je vais lui demander un petit peu conseil. Et je lui explique un peu le projet. Et il me répond ça, il me dit, bah, tu vois Damien, le problème c'est qu'avant on ornait les cartes, on mettait du symbole sur ce que nous ne connaissions pas. Au Moyen-Âge par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y avait des monstres marins sur les océans et les mers. Mais c'est parce qu'on ne connaissait pas en fait ce qui se passait vraiment dans les océans et dans les mers. Donc on associait du rêve à ce que nous ne connaissions pas, me dit-il. Et il me dit, tu vois Damien, aujourd'hui on connaît tout, donc il n'y a plus besoin de faire ça. Je sors de cet entretien un peu démotivé, quoi. Je me dis, bon, allez, tant pis, on va passer à autre chose, on abandonne le projet. Puis j'y repense quelques jours après, je me dis, mais attends, en fait, qu'est-ce qui nous empêche de mettre du rêve sur ce que nous connaissons déjà? Rien du tout. Et je pense même que c'est une entreprise dont nous avons tellement besoin pour pouvoir nous reconnecter entre nous et avec les lieux dans lesquels nous vivons au quotidien. Voilà. Et bon, de proche en proche, c'est ce qui a donné toutes ces cartes. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez? Je peux vous demander ça. Elle est dure, elle est dure, elle est dure. Non, alors, j'allais dire pas loin, mais ça va vous donner un mauvais indice. Vous allez croire que c'est proche, c'est à l'opposé de la France, mais c'est sur le littoral, vous avez raison, c'est une grotte du littoral. Et bravo, c'est la grotte Cosquer dans les Calanques de Marseille. Ouais. Ah ouais, ouais. Donc on reconnaît bien le plan de la grotte, en tout cas pour ceux et celles qui sont familières. Donc avec tout un dessin iconographique, et vous savez que cette grotte, elle a été habitée à l'époque de la préhistoire, le niveau de la mer est monté depuis, on est en train de perdre ce joyau de l'humanité, elle va complètement être recouverte d'ici peu. Et en fait, cette carte, elle montre comment à partir des territoires, on peut, c'est le message qu'on avait envie de passer, on peut réconcilier les temps. Et ça fait référence, on en parlait avec Laurent juste avant, aux travaux de Tim Ingold. Tim Ingold, il utilise cette magnifique métaphore de la maison, c'est un anthropologue anglais, alors pardon, pas anglais, écossais, ce qui est mieux, en tout cas dans ma tête. Et Tim Ingold, il a dans un livre magnifique qui s'appelle, je suis un peu jaloux du titre, j'aurais aimé qu'un de mes livres ait ce même titre, dans un de ses livres qui s'appelle Marcher avec les dragons, il dit cette métaphore de la maison, il dit, quand on arrive dans un lieu, une maison, un appartement, qu'on n'a pas fabriqué, c'est les générations précédentes qui l'ont pensé, ce lieu-là. Mais par contre, la couleur de la terre, la couleur de ce jardin, la forme de cette maison va nous influencer. Va influencer nos premiers pas, nos premiers goûts, nos premières sensations. On a tous au fond du cœur un très vieux paysage. Voilà. Et qu'à notre tour, en vivant dans cette maison, dans cet appartement, on va le modifier, changeant les premières influences des enfants en train de naître. Les territoires sont des ponts, au fond, entre les fantômes qui composent nos existences et des générations qui vont venir après nous. Et ce qui est magnifique dans la métaphore de la maison, c'est que vous le voyez, elle marche à toutes les échelles. Elle marche à l'échelle d'une petite maison en Auvergne, comme elle marche à l'échelle de la planète Terre dans son ensemble. C'est Saint-Exupéry qui disait ça. Il disait « La Terre est un jardin dans les étoiles ». Voilà, tout dépend de comment on la regarde. Voilà. Et donc, à travers la grotte Cosquer et toute la symbolique associée, on rappelle qu'à travers les territoires, nous avons absolument besoin de conjuguer les temporalités. Voilà. C'est un peu ce que montre cette carte. Et vous voyez qu'il y a 2 fantômes là, qui aussi montent un peu de la grotte. Ça fait référence autant
à ces communautés préhistoriques qui nous ont laissé ce magnifique témoin de l'humanité, mais aussi référence à 2 plongeurs qui sont décédés en essayant de découvrir cette grotte. Peut-être une autre illustration que j'aime beaucoup, c'est cette carte de la Guadeloupe, et qui fait référence à un événement précis en 1976. Certaines d'entre vous ont sûrement bien connu cet événement, lorsque la Soufrière, vous savez, le volcan de la Guadeloupe, a menacé d'éruption. On avait en tête la catastrophe de la montagne Pelée, qui avait fait des milliers de morts, je crois, si ma mémoire est bonne. On s'est dit en Guadeloupe, on ne va prendre aucun risque. Toute la population de Basse-Terre est déplacée vers Pointe-à-Pitre. Sauf que dans ce déplacement, toutes les catégories sociales et raciales n'ont pas été logées à la même enseigne. Voilà. Les grands propriétaires terriens de canne à sucre, ceux qui font du rhum, des blancs, voilà, des anciens colons, eux n'ont rien perdu. D'un point de vue économique, ont eu la sécurité de leurs banques, ont eu des politiques publiques qui ont protégé leurs filières, tandis que les populations les plus modestes ont vu leur activité économique complètement s'écrouler. Une catastrophe environnementale en Guadeloupe a généré, au fond, des colères sociales, a réveillé des colères sociales. Là, on voit bien comment un environnement et nos sociabilités sont liés dans un destin commun en permanence. Et donc, finalement, la Soufrière n'est pas rentrée en éruption. Et donc, quelques mois après, les populations ont eu le droit de retourner vivre chez elles, à Basse-Terre, mais se posent la question de comment retourner dans ce territoire lorsque des choses ont été brisées. Voilà. Ce qui s'est passé en Guadeloupe, c'est ce que le philosophe Glenn Albrecht, australien, appelle la solastalgie. Un nom un peu barbare, mais la solastalgie, c'est l'inverse du mal du pays. Le mal du pays, vous savez, c'est quand un pays nous manque alors qu'on n'y est pas. Voilà. La solastalgie, c'est lorsqu'un pays nous manque alors qu'on y est toujours. Et qu'est-ce qui crée ce manque alors que nous sommes toujours dans ce pays ? C'est tout simplement parce qu'une sécurité a été brisée. Une sécurité n'existe plus. Un repère qu'on avait et qui faisait qu'on était attaché au territoire n'existe plus. Et la seule solution pour combler ce mal du pays, c'est de réparer cette insécurité. Voilà. C'est ce que raconte l'éruption de la Soufrière de 1976. Voilà. Et réparer, au fond, moi, je n'ai pas la réponse, Guadeloupéen d'y répondre, mais c'est une invitation aussi à miser sur la relation au territoire avec toutes les parties prenantes pour réparer ces colères sociales de 1976. Cette carte, elle montre tout ça. Elle montre l'éruption, elle montre l'exil, elle montre le retour au pays, à travers une symbolique majeure. Et puis peut-être, celle d'à côté, pendant qu'on y est, très simplement, c'est une carte, vous le devinez, du remembrement agricole. Voilà. Et de tout ce qui se perd sur l'uniformité d'un paysage agricole. Mais la force de cette carte, c'est qu'elle se lit dans les deux sens. C'est un peu l'enseignement de Yacouba Sawadoko. Elle se lit dans le sens du dépeuplement, où les êtres humains comme non humains deviennent petit à petit des fantômes, tout comme des savoirs géographiques qui se disparaissent. Mais elle se lit aussi dans le sens de bas en haut, dans la carte du repeuplement, si on se donne un peu l'ambition de rediversifier nos paysages et nos territoires. Et derrière aussi, dans l'iconographie choisie, c'était une volonté de montrer, à travers nos liens au paysage, une symbolique du deuil par-delà l'humain. Voilà. Un deuil par-delà l'humain à travers les politiques bocagères. Et cela me fait penser aussi, vous savez, derrière toutes ces cartes, pardonnez-moi, je suis un peu long, mais je m'arrête après ça, promis. Toutes ces cartes, elles questionnent aussi, vous savez, la question de l'appartenance à un territoire. Une question qu'on doit travailler, à mon sens. Je vous citais tout à l'heure la phrase de Nkrumah. On n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, on est africain parce que l'Afrique grandit en nous. Ceci étant dit, ce chemin d'appartenance, ce n'est pas un chemin tout rose, si vous voulez. Je crois même l'inverse. Je crois qu'on n'appartient à un lieu qu'à partir du moment, et seulement à partir du moment, où on ressent, vous savez, une forme de tiraillement, une forme de champ de bataille intérieur. Ce tiraillement, vous savez, c'est ce qui existe entre le territoire tel qu'on le fantasme et tel qu'il est vraiment, entre les amis qu'on rêve et les amis qu'on a, entre notre vote et le vote majoritaire du territoire dans lequel on est, parfois c'est pareil, parfois c'est pas pareil, entre ce qu'on imagine pour notre propre vie, des aventures un peu de cap et d'épée, et nos gestes quotidiens, qui sont finalement très anodins. Voilà. Ce tiraillement, vous savez, c'est ce qui nous fait dire, dans la même journée,
ce territoire, je l'aime, je vais le porter jusqu'au bout, et qui nous fait dire 2 heures après, putain, qu'est-ce que je fais là, demain je pars. Vous voyez ce que je veux dire? Appartenir, c'est chaque jour aimer, et c'est chaque jour trahir. Voilà. Et je pense que lorsqu'on saura parler de l'appartenance en ces termes, dans le débat public, on fera tomber beaucoup de masques. Et on ira enfin, je le crois, à partir des territoires, vers les chemins de la réconciliation, car ce tiraillement est un universel, qu'on soit là depuis 3 générations, ou qu'on vienne d'arriver il y a 10 ans dans un territoire, on finit toujours par ressentir ce tiraillement. C'est sur cette base que l'agora publique, à mon avis, peut se recréer. Je me demande si on ne va pas finir avec ça. Ouais, ok, merci. Merci pour votre écoute en tout cas. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute en tout cas. On va faire l'agora derrière maintenant, une agora roborative et qui pourra permettre de continuer à discuter avec Damien.